Chers élèves du tronc commun, bonjour. C'est toujours un plaisir de vous rencontrer à travers une série de capsules vidéo que nous allons vous présenter, mes collègues et moi, et qui sont centrées sur l'étude des nouvelles fantastiques. Ce qui est enrichissant, c'est que nous avons opté pour deux types ou bien deux supports fantastiques, à savoir la chambre, plutôt le Chevalier double de Théophile Gautier et la Vénus d'Île de Prosper Mérimée. C'est enrichissant, c'est fructueux, parce que nous avons donné l'occasion de vous ouvrir sur deux modèles de l'écriture fantastique, chez Gautier et chez Prosper Mérimée. Personnellement, j'ai choisi de vous proposer un support extrait, tiré de la Vénus d'Île de Prosper Mérimée. C'est le second dans cette série de capsules et qui s'inscrit dans le cadre de la la troisième séquence, dont le thème à traiter est la métamorphose. Nous allons évoquer la question de la métamorphose du personnage fantastique. Voici les objectifs que nous souhaitons atteindre par le biais de l'étude du support en question. Le premier consiste à repérer la transgression d'enfance, ou bien en quoi consiste la transgression du personnage fantastique. Qu'est-ce qu'il a transgressé? Bien sûr, il va transgresser un interdit. Second objectif, c'est d'étudier la métamorphose d'Alphonse en tant que personnage fantastique. En quoi consiste la métamorphose en question? Donc, on enchaîne maintenant avec notre texte. Le voilà. Dès 8 heures, j'étais assis devant la Vénus, un crayon à la main. Recommençons pour la 20e fois la tête de la statue, sans pouvoir parvenir à en saisir, à comprendre l'expression. Monsieur le Pérade allait et venait autour de moi, me donnait des conseils, me répétait des étymologies phéniciennes, puis disposait des roses du Bengale sur le piédestal de la statue, et d'un ton tragicomique, lui adressant des vœux pour le couple qui allait vivre sous son toit. Vers 9 heures, il rentra pour songer à sa toilette, et en même temps parut Monsieur Alphonse, bien sûr Alphonse est le fils, bien serré dans un habit neuf, en gants blancs, souliers vernis, boutons ciselés, une rose à la boutonnière. « Vous ferez le portrait de ma femme ?» me dit-il en se penchant sur mon dessin. « Elle est jolie aussi. Je l'ai marqué en rouge, vous allez découvrir et comprendre pourquoi. » En ce moment, commençait sur le jeu de pommes dont j'ai parlé une partie qui, sur le champ, attira l'attention de M. Alphonse. Et moi, fatigué et désespérant de rendre cette diabolique figure, c'est un jugement porté sur la Vénus, je quittais bientôt mon dessin pour regarder les joueurs. Il y avait parmi eux quelques muletiers espagnols arrivés de la veille. C'étaient des Aragonais et des Navarrois, presque tous d'une adresse merveilleuse. Aussi les Îlois, bien qu'encouragés par la présence et les conseils de M. Alphonse, furent-ils assez promptement battus par ces nouveaux champions. Les spectateurs nationaux étaient consternés. M. Alphonse regarda à sa montre. Il n'était encore que 9h30. Sa mère n'était pas coiffée. Alphonse, n'hésita plus. Il ôta son habit, ôta
demanda une veste et défia les Espagnols. Je le regardais, c'est-à-dire Alphonse, faire en souriant et un peu surpris. Il faut se tenir l'honneur du pays, dit-il. Ce sont des propos dits mentalement. Alors, je le trouvais vraiment beau. Il était passionné et sa toilette qui l'occupait si fort tout à l'heure n'était plus rien pour lui. Quelques minutes avant, il eut craint de tourner la tête de peur de déranger sa cravate. Maintenant, il ne pensait plus à ses cheveux frisés ni à son jabot si bien plissé et sa fiancée. Ma foi, si cela eût été nécessaire, il aurait, je crois, fait ajourner le mariage. Je le vis chausser à la hâte une paire de sandales, retrousser ses manches et d'un air assuré se mettre à la tête du parti vaincu, c'est-à-dire de ses coéquipiers. Comme César ralliant ses soldats à Dyrrhachium, je sautais la haie et me plaçais commodément à l'ombre d'un micro-collier, de façon à bien voir les deux camps. Contre l'attente générale, M. Alphonse manqua la première balle. Il est vrai qu'elle vint rasant la terre et lancée avec une force surprenante par un Aragonais qui paraissait être le chef des Espagnols. C'était un homme d'une quarantaine d'années, sec et nerveux, haut de 6 pieds, et sa peau olivâtre avait une teinte presque aussi foncée que le bronze de la Vénus. Monsieur Alphonse jeta sa raquette à terre avec fureur. « C'est cette maudite bague, s'écria-t-il, qui me serre le doigt et me fait manquer une balle sûre. » Il ôta sans peine sa bague de diamant. Je m'approchai pour la recevoir, mais il me prévint, courut à la Vénus, lui passa la bague au doigt annulaire et reprit son poste à la tête des Îlois. Il était pâle, mais calme et résolu. Dès lors, il ne fit plus une seule faute. Et les Espagnols furent battus complètement. Qu'il eût reçu des félicitations plus vives et plus sincères, le chagrin des vaincus ajoutait encore à l'éclat de sa victoire. Ce fut un beau spectacle que l'enthousiasme des spectateurs. Les uns poussaient 1000 cris de joie en jetant leur bonnet en l'air. D'autres lui serraient les mains, l'appelant le nord du pays. S'il eût repoussé une invasion, je doute qu'il eût reçu des félicitations plus vives et plus sincères. Le chagrin des vaincus ajoutait encore à l'éclat de sa victoire. Nous ferons d'autres parties, mon brave, dit-il à l'Aragonais, d'un ton de supériorité. Mais je vous rendrai des points. J'aurais désiré que M. Alphonse fût plus modeste. Et je fus presque peiné, chagriné de l'humiliation de son rival. Le géant espagnol ressentit profondément cette insulte. Je le vis pâlir sous sa peau basanée. Il regardait d'un air morne sa raquette en serrant les dents. Puis d'une voix étouffée, il dit « Tout bas, Melo Pagarias ». Voilà. Alors, en guise de mise en situation, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, où se situe notre passage par rapport à l'œuvre dont il est extrait? Eh bien, dans le texte précédent, M. Alphonse de Pérorade rejoint ses coéquipiers, les Îlois, à la partie de jeu de paume. Le jeu de paume, c'est un sport ancêtre en quelque sorte du tennis et du squash, contre les Espagnols, le jour de sa fête de noces avec Mademoiselle de Figarigue, sous prétexte de sauver l'honneur du pays. Mais gêné par la bague d'alliance, il l'ôta et la passa dans le doigt annulaire de la Vénus. Alors, qui parle à qui, de quoi, et quand, et comment, et pourquoi? Donc, ce qu'on appelle... On va faire un tour d'horizon de ce qu'on appelle les paramètres d'énonciation. Qui parle? À qui s'adresse-t-il? De qui ou de quoi s'agit-il? Où, quand et comment? Dans notre extrait, c'est
le personnage narrateur qui parle, il s'adresse au lecteur. À propos de quoi ou à propos de qui? À propos de M. Alphonse de Péronade qui a rejoint ses coéquipiers zélois pour disputer une partie de pommes. Sous prétexte de quoi? De sauver l'honneur du pays. C'était où? C'était bien sûr à Perpignan, dans le jardin de M. Péronade, dans le jeu de pommes, près du piédestal de la statue. C'était quand? C'était un soir, la veille le soir de la fête de noces de M. Alphonse. Comment? Sans trop réfléchir, Alphonse rejoint ses coéquipiers au jeu de pommes. Jusqu'ici, ses coéquipiers jusqu'ici sont vaincus. Sous prétexte, j'ai dit tout à l'heure, de sauver l'honneur du pays. Il n'a pas pu, il a manqué de patience. Il n'a pas pu résister. Alors, notre texte, il est de quel type? C'est un texte narratif car le passage est construit à base, il est truffé de verbes d'action conjugués au passé simple et à l'imparfait. Alors, moi, j'ai opté, en guise d'approche de ce texte-là, j'ai opté pour deux textes, pour deux axes. Le premier est la transgression de l'interdit. En quoi consiste cette violation de l'interdit de la part d'Alphonse? Et le deuxième axe, il traite la question de la métamorphose d'Alphonse, ce qu'on va voir à travers les supports. Premier axe. Les spectateurs nationaux étaient consternés. M. Alphonse regarda à sa montre. Il n'était encore pas que 9h30. Sa mère n'était pas coiffée, il n'hésita plus, il ôta son habit, demanda une veste et défia les Espagnols. Je le regardais faire en souriant et un peu surpris. Il faut soutenir l'honneur du pays, c'est ce que disait plutôt Alphonse. Et ce passage-là montre à tel point Alphonse manquait de patience, surtout en réalisant que ses coéquipiers allaient perdre un match décisif. C'est question d'honneur pour lui. Alors, continuons. Alors, je le trouvais vraiment beau. Il était passionné. Sa toilette qui l'occupait si fort tout à l'heure, maintenant, il n'était plus rien. Maintenant, il n'est plus rien pour lui. Quelques minutes avant, il eut craint de tourner la tête de peur de déranger sa cravate. Maintenant, il ne pensait plus à ses cheveux frisés, ni à son jabot si bien plissé. Et sa fiancée, c'est comme s'il avait oublié que c'est le jour de son fiançailles. Et sa fiancée, ma foi, si cela eût été nécessaire, il aurait, je crois, fait ajourner le mariage. Donc, on remarque ici un certain changement au niveau de l'état d'esprit, ou l'état moral de Alphonse, qui passe de la patience à l'impatience, et le soin qu'il occupait, qu'il portait à son élégance, à sa tenue vestimentaire, et le soin qu'il portait aux préparatifs au mariage, ce n'est plus avec la même ferveur, avec le même enthousiasme. Je le vis chausser à la hâte une paire de sandales, retroussées. Là, il commence à se préparer et se prépare à entrer dans le jeu. Retrousser ses manches et d'un air assuré se mettre à la tête du parti vaincu, c'est-à-dire ses coéquipiers, comme César ralliant ses soldats à Dyrrhachium, je sautai la haie et me plaçai commodément à l'ombre d'un mycoculier, de façon à bien voir les deux camps. Contre l'attente générale, M. Alphonse manqua la première balle, alors que c'est quelqu'un qui est très talentueux, très doué. Il est vrai qu'elle vint rasant la terre et lancée avec une force surprenante par un Aragonais qui paraissait être le chef des Espagnols. C'est un homme d'une quarantaine d'années, ce sont des détails concernant l'adversaire d'Alphonse. M. Alphonse jeta sa raquette avec fureur. Là, remarquez le changement au niveau de l'état d'esprit, l'état moral d'Alphonse, qui commence à perdre son sang-froid.
C'est pourquoi il a jeté avec violence sa raquette en prétendant que c'était à cause de la vague de l'Alliance qui lui serrait le doigt, en disant c'est cette maudite vague qui me serre le doigt et me fait manquer une balle sûre. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé, il a ôté sans peine, j'ai dit, sans peine, sa bague de diamant. Et au lieu de la confier au personnage narrateur qui lui tendait la main pour la recevoir, Alphonse, ça ce qui est inexplicable, on n'arrive pas à comprendre ce comportement, il prévint en quelque sorte le personnage narrateur et courut vers la Vénus, puis il lui passa la bague au doigt annulaire. C'est un geste, comme vous avez peut-être remarqué, un geste irréfléchi, mais inexplicable. C'est étrange. Et reprit son poste à la tête des Illois. Voilà notre texte. Alors, en parcourant le texte, nous allons remarquer que, en remarquant le texte, pour en dégager les verbes d'action qui se rapportent à Alphonse, c'est Alphonse qui est toujours le sujet des verbes d'action, on peut dans ce texte, nous remarquons un changement progressif de son état d'esprit. Donc, Alphonse passe de la pondérabilité d'un homme posé, pondéré, calme et serein, à l'acharnement, à l'emportement, à la fureur. Alphonse passe d'un état d'esprit à un autre lorsqu'il avait réalisé que ses coéquipiers risquent une défaite humiliante contre les Espagnols. Alors il décida quoi? De les rejoindre, de les épauler, de leur porter assistance, parce que la circonstance l'exige, même si il devait plutôt s'intéresser aux préparatifs de sa fête de noces. Alors la succession des verbes conjugués au passé simple, il n'hésita plus, il ôta son habit et défia les Espagnols. Ces verbes-là relèvent de l'emportement d'Alphonse qui commence à perdre sa patience. Je le vis chausser à la hâte une paire de chaussures, une paire de sandales, retrousser ses manches et d'un air assuré à se mettre à la tête des parties vaincues, c'est-à-dire de ses coéquipiers. Donc son acte paraît, les actions d'Alphonse paraît irréfléchies, car il a jugé, en consultant sa montre, que le temps était encore en sa faveur et qu'il suffisait pour joindre l'utile à l'agréable, c'est-à-dire disputer le match de pommes et se rendre à Pugarir pour retrouver sa fiancée. Monsieur Alphonse regarda à sa montre, il n'était encore que 9h30, sa mère n'est pas coiffée, il n'hésita plus. Donc, c'est lui, donc il a jugé que c'est le temps propice pour défendre l'honneur de son pays. L'intervention du narrateur montre clairement les changements que Alphonse avait connus avant de disputer la partie de pommes et au cours du match en question. Donc, avant le match et après le match, Alphonse était beau, était passionné, était élégant et soigneux, mais au cours du match et après, donc, il ne s'occupait plus de sa toilette, il ne pensait plus à ses cheveux, et ni à ses vêtements, il est devenu comment? Un type négligent. Donc la crainte d'Alphonse s'est transformée en impatience et est devenue à son tour emportement, une hargne. Les attitudes du fils de Superman et ses propos le justifient. Monsieur Alphonse jeta sa raquette avec fureur. Puis là, on prend l'expression maudite bague. Et puis il serre le doigt. Me fait manquer une balle sûre, il ôta sa bague avec son peine et me prévint, je m'approchais pour la recevoir, mais il me prévint, il courut à la Vénus, il lui passa la bague au doigt annulaire de la statue, ainsi de suite. Donc, qu'est-ce que cela justifie? Et si justifie ce changement, qu'est-ce que ce changement justifie? Traduit-il, pourquoi n'a-t-on pas confié la bague à la fiancée, plutôt au personnage narrateur? Est-ce que c'est une question de méfiance de la part d'Alphonse, ou bien c'est un phénomène inouï, un phénomène explicable qui se passe au fond de Alphonse? Ce sont des questions que l'on peut se poser. Voilà cette image-là qui illustre le moment où Alphonse avait glissé la bague dans le doigt annulaire
de la statue. Maintenant, on enchaîne avec le deuxième axe concernant la métamorphose du personnage principal, du personnage fantastique Alphonse. En quoi consiste-t-elle? Voilà, il va falloir maintenant de parcourir notre texte, de focaliser son regard sur Alphonse, de prêter attention aux verbes d'action et aussi prêter attention, donner plus d'importance aux propos d'Alphonse. Alors, une fois débarrassé de la bague qui l'a gêné, Alphonse devient habile, adroit et conduit l'équipe locale à emporter une victoire qui avant était loin d'être réalisée. Dès lors, il ne fait plus une seule faute et les Espagnols furent battus complètement. Alors, mais son enthousiasme exacerbé se traduit en affront, en outrage et en manque de respect au rival. Alphonse devient hautain, blessant et humiliant. Il a dit, ne ferons d'autre partie, mon brave, dit-il à Aragonais d'un ton de supériorité, mais je vous rendrai des points. Le géant espagnol ressentit profondément cette insulte. Donc, aveuglé par cette victoire remportée, Alphonse a oublié de se conduire décemment avec son adversaire et même avec son invité. Je m'approchai pour la recevoir, mais il me prévint, courut à la Vénus et lui passa la bague au doigt annulaire. On voit ici comme Alphonse avait complètement changé. Ce n'est plus Alphonse de tout à l'heure, posé, pondéré, calme et serein, il est devenu hautain et blessant, humiliant, méfiant, tricheur, infidèle, arrogant, ainsi de suite. La liste des adjectifs que l'on peut attribuer à Alphonse sont nombreux. Alors, il a oublié que c'est sa fiancée qui est digne de lui passer la bague, et non pas la Vénus. Alors, le fait de dire au narrateur personnage, vous ferez le portrait de ma femme, me dit-il en se penchant sur le portrait, le narrateur est en train de dessiner le portrait de la Vénus, et Alphonse avait jugé ça comme étant le portrait de sa femme. Cette réplique d'Alphonse, est-ce qu'il admet une dimension prémonitoire? Est-ce qu'il admet une dimension prophétique? Est-ce qu'elle présage quelque chose qui devrait se passer dans le futur, dans la suite du récit? C'est-à-dire, est-ce que les propos connotent ce que serait la Vénus pour Alphonse plus tard? Comment explique-t-on les dites attitudes d'Alphonse? Rappelons que le changement du comportement d'Alphonse a eu lieu surtout juste après avoir glissé la bague de mariage dans le doigt annulaire de la Vénus. Un tel changement se prête, semble-t-il, à une explication non pas rationnelle, mais à une explication irrationnelle, étant donné que Alphonse a connu une sorte de métamorphose. Il s'est transformé d'un jeune homme posé, jovial, courtois et en personne, ensorcelé, avec un E ici, par la statue, il s'est transformé en un minotaure, un monstre. Voilà. Synthétisons. Donc notre personnage principal qui a fait émergence dans ce texte, c'est-à-dire Alphonse, est devenu personnage fantastique. Et le personnage fantastique, il est souvent, dans les récits fantastiques, il est souvent confronté à un phénomène irrationnel, un phénomène qui ne se prête pas à l'explication logique ou rationnelle. Donc il est confronté à un phénomène irrationnel, inouï, inexplicable, auquel il ne peut échapper. Donc il est toujours contraint, le personnage fantastique est toujours poussé à violer, à transgresser l'interdit. Le fait de glisser la bague dans le doigt annulaire de la statue, c'est un interdit. Alors, et son mariage avec Mademoiselle de Pégaric, c'est une transgression de l'interdit. Il a été perçu peut-être par la Vénus comme étant une trahison. Donc il a été contraint à transgresser l'interdit et par conséquent son aventure débouche forcément sur un certain châtiment. Posons-nous la question, le personnage fantastique serait-il châtié? Pour répondre à cette question, on est censé continuer la lecture de notre nouvelle, la Vénus dit de Prosper Mérimée, et là, on va
découvrir, va confirmer cette possibilité ou l'infirmer. Aujourd'hui, nous sommes penchés sur l'étude de la métamorphose du personnage fantastique. J'espère qu'on a réussi à vous donner brièvement et précipitamment en même temps, faute de temps, de vous donner une idée sur ce que représente la métamorphose du personnage fantastique, quels sont ses aspects, comment s'opère-t-elle et à quoi mène-t-elle, il conduit à quoi. Ce sont des questions auxquelles j'espère qu'on a pu y répondre et qu'on vous a donné satisfaction. Sur ce, prend fin la séance d'aujourd'hui. Au revoir.